Allez. Bon. 12, 13, 14, clap. Fin programmée pour Homo sapiens. Installée en plein cœur de la Silicon Valley, l'université de la singularité s'est donnée pour vocation d'enseigner aux entrepreneurs la maîtrise des technologies, entre guillemets, exponentielles, intelligence artificielle, neurosciences, nanotechnologie, génie génétique, be exponential, soyez exponentiel, est le slogan du site. Sa philosophie est liée à son intitulé. La singularité désigne le moment hypothétique où l'intelligence humaine sera irrémédiablement dépassée par l'IA. Donc, c'est le genre d'idée qu'on voit assez souvent. C'est un sujet d'intérêt. Il y a cette université, mais je pense qu'on a vu pas mal ce genre de théories sur nos fils Facebook, journaux, conversations. On voit à peu près de quoi ça parle. Et l'intelligence artificielle devenant plus intelligente que l'humanité et se mettant à lui nuire ou à la dépasser, ainsi que des spéculations sur peut-être la fin du travail, là on parle d'entrepreneurs, et enfin remplacés par des robots. Cette relation entre l'intelligence et le travail n'est pas fortuite et prend sa racine dans les conditions matérielles nécessaires à la compréhension du monde, à savoir la réflexion et son fonctionnement pratique. En effet, le but affiché étant d'automatiser l'intelligence, il est nécessaire pour l'appréhender de bien définir et comprendre ces deux concepts que sont l'automatisation et l'intelligence. Nous avons donc dans cette conférence commencé par piocher dans la littérature autour de l'automatisation en particulier du travail, pour ensuite voir comment les appliquer à l'activité de création de tels systèmes et plus particulièrement le type de résultats recherchés. En effet, ce qui est appelé intelligence artificielle est aujourd'hui utilisé pour la production d'un résultat, qui peut être une direction pour un engin commandé de manière autonome, voiture, bateau ou avion, une réponse à une injonction verbale, des suggestions de contenu sur les réseaux sociaux, une détection d'une maladie à partir d'une imagerie médicale, ou encore une interprétation d'une image ou vidéo en détaillant son contenu. Ça changera peut-être, et comme par le passé, la science-fiction, c'est peut-être la véritable science de demain, mais ce sont aujourd'hui ces tâches d'interprétation à partir d'observation de la réalité que l'on donne à faire aux machines et qu'on appelle intelligence artificielle. Peut-on alors dire qu'on se dirige vers l'automatisation de l'activité, du travail, d'interprétation de la réalité ? Le futur étant par nature imprévisible car constitué de la somme des actions essayant de le prédire et agissant dessus, ce qui le rend toujours changeant et en mouvement, on peut néanmoins se tourner vers le passé et remarquer que les spéculations sur la fin du travail ne sont pas nouvelles et se placent dans la continuité de réflexions parsemant l'ère industrielle. Selon le discours, on en trouvera soit qui font remarquer que la tendance de l'automatisation à faire disparaître les emplois les moins qualifiés et donc les salaires associés, soit qui en soulignent la capacité à libérer l'homme du travail et de tendre vers une société entièrement tournée vers le loisir dans lequel on ferait que des conférences au prieuré. Cette contradiction en apparence est résolue par le grand philosophe et médiateur Coluche. 3 millions de personnes qui réclament du travail, c'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Qui rappelle que c'est le salaire et non le travail qui manque aux ex-travailleurs remplacés par les machines. Il souligne donc la dimension sociale du problème et son débordement sur la question de la répartition de la production, le pacte social sous-jacent, pourquoi répartir, sur quelle valeur, la solidarité, le mérite ou autre chose, et derrière les considérations théoriques sur comment éviter ou amenuiser en pratique l'éternelle répartition qui arrive en pratique après les grands principes, répartition injuste de la production. Mais bon, de manière générale, comme le souligne l'étymologie du mot robot, qui est du mot robot venant du tchèque robota et signifiant travail, besogne, corvée, la machine a été créée et pensée pour remplacer une activité humaine classée sous la catégorie du travail. Les machines d'aujourd'hui font ce que faisaient les esclaves antiques, faisant dire à Hannah Arendt
que l'humain moderne régnant sur un monde de machines a peut-être le même standard de vie que le maître des foyers grec ou romain régnant sur un monde de femmes, d'enfants et d'esclaves. During the Middle Age, je ne sais pas si je peux zoomer. Ouais, je peux zoomer. During the Middle Age, it is estimated that one hardly worked more than half of the days of the year. Donc, durant le Moyen Âge, il est estimé qu'on ne travaillait pas plus de la moitié des jours de l'année. Les vacances officielles se comptaient à 141 jours. L'extension monstrueuse des jours de travail est caractéristique du début de l'ère industrielle, quand les travailleurs devaient rentrer en compétition avec les machines qui venaient d'être introduites. Avant ça, la taille de la journée de travail, la durée de la journée de travail se montait à 11 ou 12 heures, qui paraît beaucoup maintenant, mais qui doit se comparer au travail tel qu'il se pratiquait, à l'heure de travail telle qu'elle se pratiquait au XIXe siècle, mais à 11 ou 12 heures dans l'Angleterre du XVe siècle et 10 heures dans l'Angleterre du XVIIe siècle. En bref, les travailleurs ont connu pendant la première moitié du XIXe siècle des conditions d'existence pires que celles subies auparavant par les plus infortunés. L'étendue du progrès de notre époque est en général surévaluée parce qu'on la mesure on la compare à un âge obscur qui est le XIXe siècle. Par exemple, on peut conjecturer, mais là bon, c'est des hypothèses, que l'espérance de vie des plus hautes civilisations aujourd'hui, haute civilisation, bon, on est dans les années 60-70, d'où cette façon de parler, correspond seulement à l'espérance de vie dans certains siècles de l'Antiquité. On ne sait pas vraiment, mais on peut une réflexion sur l'âge de mort dans les biographies des personnes fameuses de cette époque invite à la réflexion. Donc on est dans les années 60-70 et là l'espérance de vie elle n'était pas comme aujourd'hui encore de 75 ans, elle était un peu moins et elle correspond effectivement quand on regarde Platon 427-347 donc 80 ans, quand on voit Socrate 469-399 donc 70 ans et quand on voit Aristote 384-322 donc 62 ans, mais ce qui correspondait en fait à l'espérance de vie de l'époque, en tout cas de Hannah Arendt. À ce propos, Aristote disait lui-même au IVe siècle avant Jésus-Christ que, on cite, « Si les navettes tissaient toutes seules, si l'archer jouait tout seul de la cithare, les entrepreneurs se passeraient d'ouvriers et les maîtres d'esclaves. » Donc on voit bien cette correspondance en fait entre la machine et le travailleur, l'esclave, la personne qui fait la corvée. Alors, l'intelligence artificielle est-elle le nouveau nom donné à l'automatisation du travail ou à un phénomène d'une nature différente qui serait aux machines ce qu'elles sont à l'outil, une intégration de la technique dans les structures humaines d'un degré supérieur? On va commencer par identifier les différences avec les machines traditionnelles. Déjà, remarquons que la machine vise à remplacer un travail physique, l'évidence, quand tout ce qui touche à l'informatique remplace un travail intellectuel. Si la machine est le corps, alors l'informatique est l'esprit. Ce sont donc les travaux de bureau qui sont automatisés, que ce soit depuis les origines pour effectuer des calculs arithmétiques, comme le premier ordinateur, l'ENIAC, conçu pour calculer la trajectoire d'un missile, qui ressemblait un peu à ça, quoi. Enfin, un gros truc, quoi. Enfin, mais qui calculait en gros la trajectoire d'un missile de manière mécanique, ou tout autre travail de coordination, classification, administration, etc. On remarque d'ailleurs que tout comme la machine n'a pas fait disparaître l'ouvrier, qui reste nécessaire et travaille en symbiose avec elle pour l'entretenir et augmenter son efficacité, l'informatique des années 70-80, l'informatique de bureau, n'a pas remplacé l'employé de bureau, qui est toujours là, tout comme l'ordinateur individuel n'a pas fait disparaître les travaux du quotidien, ni Internet, les métiers facilitant l'échange d'informations. Cette automatisation s'est depuis répandue aux informaticiens eux-mêmes et le foisonnement de spécialités allant des concepteurs d'applications écrivant le code informatique jusqu'au design graphique en passant par la définition de l'usage qu'en auront les utilisateurs. En effet, il existe aujourd'hui un foisonnement d'outils permettant d'automatiser telle ou telle partie du travail spécialisé de la production d'applications numériques. Par exemple, le no-code
low code, no code, programmes pour créer d'autres programmes facilement et rapidement sans avoir de compétences techniques qui visent en fait à automatiser l'activité de codage et peut-être plus tard on automatisera aussi ça. Par exemple, on voit en fait, on peut imaginer des créations de programmes par la voix. Donc on dit crée-moi ce programme et hop ça crée le programme. Donc c'est encore automatiser ça. Donc on est toujours dans l'automatisation des outils d'automatisation, etc. L'intelligence artificielle, elle se passe donc dans ce contexte et se donne pour but, elle, d'automatiser le jugement humain et plus particulièrement les conclusions et prédictions faites par des experts ou faites à partir de certaines données. Dans le schéma classique post-informatique et pré-intelligence artificielle, l'expert observait son environnement, faisait une prédiction et si elle marchait suffisamment bien, formalisait les critères de son raisonnement pour les automatiser dans un logiciel. Avec l'intelligence artificielle, quelle que soit la méthode utilisée, machine learning, deep learning ou autre technique au nom anglicisé afin de normaliser la pratique au niveau mondial, on va au contraire commencer par définir un système paramétrable qui sera optimisé grâce à des données considérées comme brutes afin d'obtenir un résultat le plus conforme possible aux futures données collectées en observant le réel. Ces données peuvent être labellisées, c'est-à-dire qu'un humain a explicitement indiqué la prédiction à faire. Cette image contient un chat, la traduction de ce texte est ceci, ou ne pas l'être, comme c'est le cas quand on cherche par exemple à catégoriser des données en groupes non définis à l'avance, qu'on appelle clustering. Donc on a plein de données, on essaie de faire des petits groupes, des données qui se ressemblent, ou dans d'autres algorithmes plus techniques comme les auto-encoders, auto-encoders, dont le but est de résumer les caractéristiques des données sur lesquelles ils sont appliqués en une suite de nombres représentant chacun une propriété spécifique. Donc on a une image, on la résume en une suite de nombres et on peut retrouver cette image à partir de cette suite de nombres. On a un son, on le résume en une suite de nombres, etc., etc. Et ça, il y a moyen de le faire de manière plus ou moins automatique sans explicitement dire quelle suite de nombres correspond à quelle image. C'est une évolution de la méthode scientifique dite positiviste dont on a parlé hier, apparue au XIXe siècle, qui s'appuyait sur des expériences pour valider ou invalider une théorie pensée par un savant, quand l'intelligence artificielle, elle, va automatiser la construction de théories à partir de données, à partir de l'expérience, à partir de la mesure de la réalité. Ce qu'on appelle data au XXIe siècle, c'est donc à peu près la même chose, ou presque, mais c'est la même chose que l'expérience au XIXe siècle. On peut donc y appliquer les enseignements de la phénoménologie du XXe siècle, à savoir que l'expérience data est forcément mesurée par un humain, par un capteur ou par un capteur construit puis lu par un humain, par un des 5 sens, humain qui ne ressent pas la réalité telle qu'elle serait en tant que telle, mais au travers de phénomènes, de son interprétation de la réalité. Donc c'est toute cette pensée en fait au XXe siècle avec que certains peuvent être familiers, qui est que on n'accède pas à la réalité telle qu'elle est réellement, mais au travers de la lumière, du son, de choses comme ça, qui sont en fait les captations qu'on a de la réalité et qui donc du coup qu'on noterait sous la forme de data. De la même manière que l'on n'a pas d'expérience pure reflétant la réalité que l'on pourrait utiliser pour créer une théorie scientifique reflétant les lois fondamentales de l'univers, on n'a pas de données, de data pure qui pourrait aider à créer une intelligence artificielle transcendant les catégories de pensée de ceux qui ont collecté cette donnée au travers de leurs catégories de pensée humaines. Pour l'IA comme pour les hommes, la citation d'Oscar Wilde « Les choses sont parce que nous les voyons » et non pas nous voyons les choses telles qu'elles sont, s'applique, tout comme s'applique son exemple célèbre, remarquant que personne ne faisait attention au brouillard londonien avant les tableaux de Turner. Donc Turner, c'est quelqu'un qui a fait des tableaux de brouillard, voilà, et qui du coup dit en Angleterre, et du coup a fait remarquer que en Angleterre il y avait beaucoup de brouillard, et donc du coup on a commencé à associer l'Angleterre et particulièrement Londres au brouillard. En effet, on peut dire que puisqu'il n'y avait pas de données disponibles sur la brume passée inaperçue jusque-là, ou presque inaperçue, personne n'aurait pu ni penser, ni commencer à faire une intelligence artificielle en prédisant telle ou telle propriété parce que personne ne l'avait mesurée. De manière générale, la donnée est donc une représentation intelligible d'une partie du réel qui a été identifiée et isolée par la personne mesurant. Qu'elle utilise ou non un instrument de mesure, comme on a dit, ne change pas la chose, car l'appareil ne sera construit que dans le but de mesurer une des infinies facettes de la réalité qu'il aura fallu de la même manière déterminer auparavant, avant la mesure. Et même pour cette petite partie de la réalité intelligible et identifiée,
il faut pour entamer une collecte de données que l'observateur il fasse attention. De la même manière qu'on ne remarque pas, je plaide coupable, une belle forêt lors d'une balade si on est concentré sur son smartphone ou qu'on lit un article, la part du monde humain que nous percevons est infime et dépend de nos intérêts, conversation aux alentours, chiffres de comptabilité, beauté d'un lieu, faune et flore locale, humidité, etc. Intérêts dictés par le corps et la personnalité certainement, mais aussi tout simplement par la position culturelle et sociale. Et comme c'est cette donnée qui sera utilisée pour entraîner, c'est-à-dire ajuster les paramètres, faire en sorte que l'intelligence artificielle s'adapte en fait au monde, cette dernière la reproduira mécaniquement et reflètera non pas le monde, mais le monde humain, plus précisément le monde des humains qui ont créé cette donnée et encore plus précisément celui des humains qui ont choisi quelles données ils allaient donner à leur algorithme. Si on part de ce constat, il n'est pas étonnant, par exemple, de voir les algorithmes reproduire les discriminations existant dans le monde social. Discrimination qui devrait de la même manière disparaître dès que la personne choisissant la donnée y sera sensibilisée. Donc là, par exemple, on voit la traduction, ça a été corrigé depuis, mais une traduction entre une langue non genrée et une langue genrée. Et on voit que en fait, les activités traditionnellement associées à un genre du coup, se reflètent dans la traduction. Et c'est normal parce que ça a été entraîné sur les données d'Internet qui reflètent en fait, qui véhiculent en fait ces discriminations. Et contre ça, ça devrait disparaître dès que la personne choisissant la donnée y sera sensibilisée et choisira une donnée moins biaisée sous cet aspect-là. C'est exactement d'ailleurs sur cet exemple ce que font certains chercheurs sous l'égide du AI Fairness. Non, c'est pas ça. C'est là. Voilà, AI Fairness, montrant, c'est des chercheurs en fait qui se disent, on va rééquilibrer l'IA, on va essayer de faire des intelligences artificielles qui reflètent pas les discriminations, donc justement éviter ce qu'on a vu, éviter d'autres types de discriminations qu'on peut voir. Mais c'est génial, heureusement qu'ils sont là, mais ça montre une fois de plus que c'est bien le chercheur qui choisit les données et non l'inverse. De plus, en pratique, les données ne sont jamais utilisées de manière brute, c'est-à-dire la donnée brute en données on va plutôt utiliser de la donnée transformée. On va transformer la donnée telle qu'elle a été mesurée de manière à qu'elle soit utilisable par l'intelligence artificielle. En effet, cette donnée transformée, cette dernière étant un ensemble mathématique dont il s'agit d'optimiser les coefficients, pour qu'elle reflète au mieux la donnée, d'optimiser le système de manière à refléter au maximum les données sur lesquelles il s'applique, il est nécessaire de mettre ces données en forme de manière à ce que les coefficients, les valeurs numériques modifiables mathématiques puissent être ajustés d'une manière harmonieuse. Par exemple, pour que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, il faut que les différents nombres soient sur la même échelle. Si on fait une IA autour du brouillard de Turner, par exemple, en utilisant les températures, typiquement entre moins 50 et 70 degrés, et des mesures de pluie qui vont de 0 à 10 000 mm, les chiffres les plus élevés des précipitations, 0, 10 000, risqueraient de masquer mathématiquement, entre guillemets, l'influence des températures. Pour éviter cela, une technique, par exemple, c'est de normaliser ces données, c'est-à-dire de les transformer entre valeurs entre 0 et 1. Ici, la température, moins 50 degrés, et toutes les températures en dessous équivaudront à 0, et on mettra 1 pour les températures supérieures à 70 degrés, 0,5 étant équivalent à la moitié, c'est-à-dire 10 degrés. On fera le même pour les précipitations, 0 mm étant équivalent à 0, 10 000 étant équivalent à 1, avec 5 000 étant équivalent à 0,5. Donc voilà, on met tous les nombres en fait sur la même échelle. De la même manière, il faudra appliquer des transformations au texte, qu'il faudra changer d'une manière ou d'une autre en nombre, aux dates, dont on extraira le jour, le mois, l'année, la valeur absolue en millisecondes depuis 70, qui permet de normaliser les dates, le son, qu'il faut transformer en valeur numérique, etc. Une fois cette donnée transformée pour pouvoir être utilisée dans le monde arithmétique, il faudra ensuite choisir quelle sera la construction mathématique à optimiser. En effet, ce qu'on appelle un modèle d'intelligence artificielle consiste en des coefficients modifiables, certes, mais assemblés en une structure plus ou moins complexe qui définira dans quel ordre, de quelle manière, addition, multiplication ou opération plus complexe, et à quelle partie de la donnée cela sera appliqué. Donc voilà, des structures un petit peu comme ça qu'on définit un petit peu de manière graphique. Ces modèles seront construits en fonction de paramètres spécifiques au problème, tels que la présence de régularité dans la donnée, de cycles temporels, de l'expérience passée indiquant que telle ou telle sous-structure connue répond mieux à cette difficulté, etc.
décider quelle transformation appliquer à la donnée et quel modèle mathématique optimisé face à un problème donné a longtemps été l'apanage d'experts, les data scientists, les scientifiques de la donnée, qui utilisaient leur expérience pratique pour déterminer quelle structure globale, une fois optimisée, réussirait le mieux à optimiser les données. Voilà, enfin, est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Enfin, pour tel ou tel problème. Loin d'avoir donc permis à la machine de faire des théories en autonomie, on a plutôt déporté ce travail à une dimension plus fondamentale afin de pouvoir produire des théories produisant des théories. Les data scientists créent donc des machines automatisant le travail scientifique qui, au lieu de produire directement des théories, seront chargées de produire des théories produisant des théories. Voilà, au niveau un peu plus méta. Ils le feront néanmoins de la même manière, en réfléchissant au pourquoi du comment, au travers du même processus, entre guillemets, créatif, que les scientifiques eux-mêmes. Et comme leurs homologues scientifiques, leur critère de succès sera la conformité des résultats de leur modèle une fois appliqués au réel. Est-ce que ce que le modèle a dit est mesuré en fait dans le futur? Ce réel ne peut, comme pour les expériences scientifiques, voulant être vrai, en tout temps, en tout lieu, qu'être anticipé, puisque la donnée future est par définition inconnue dans le présent, en faisant les mêmes, entre guillemets, expériences de pensée que Einstein décrivait en son temps. Donc Einstein, en fait, il disait, ouais, pour faire ma théorie, en fait, j'ai fait une expérience de pensée dans laquelle je m'imagine des choses et ça me permet de faire de faire mes théories, quoi. Enfin, et ces scénarios qu'il a appelés Gendaken Experiments, expériences de pensée, sont basés sur des rêves où Einstein, âgé d'à peine 16 ans, a développé une théorie après s'être imaginé poursuivre un rayon de lumière et c'est comme ça qu'il aurait trouvé sa théorie. Mais de manière générale, en gros, les data scientists, ils doivent toujours faire des espèces de simulations dans leur tête pour pouvoir des simulations de la réalité à partir de leur expérience en fait pratique du réel pour faire leurs modèles qui vont créer des théories qui se chargeront de prédire ce qui se passera dans la réalité. Récemment, des efforts d'automatisation supplémentaires ont été entrepris avec des algorithmes dits d'auto-ML, auto-machine learning, intelligence artificielle automatique, algorithmes ayant pour but de déterminer automatiquement quelle structure mathématique est applicable à un problème donné en testant différentes sous-structures et les assemblant de la manière la plus efficace possible pour obtenir des modèles comparables à ce que pourraient trouver des data scientists. Donc en fait, on automatise le data scientist. On est le méta du méta. Donc là, c'est... Et donc, mais ces algorithmes d'auto-ML sont eux-mêmes conçus par des chercheurs, eux-mêmes. En fait, il y a d'autres méta-data scientists qui créent des algorithmes d'auto-machine learning qui sont chargés d'automatiser les data scientists qui eux-mêmes automatisaient le travail de conception de théories scientifiques. À quand l'automatisation de l'auto-ML par d'autres chercheurs? Voilà. En plus de ces considérations, il est intéressant d'observer que chacune de ces structures, souvent présentées de manière graphique car plus facilement compréhensible de cette manière, sont en fait toutes sans exception exprimables sous une forme mathématique traditionnelle. Donc on parle de réseaux de neurones, mais en fait au final c'est des équations mathématiques à rallonge. Même si des analogies sont souvent faites entre ces graphiques et les neurones du cerveau humain, on pourrait donc plutôt les définir comme une automatisation de la construction des théories scientifiques mathématiques. Donc les théories vraiment traditionnelles de ce type. Les modèles d'intelligence artificielle, une fois entraînés sur des données, et puisqu'ils correspondent à une équation mathématique, sont basés sur les mêmes principes que les grandes formules mathématiques trouvées par les savants traditionnels dans les domaines comme la mécanique, biologie, électronique, économie, physique, etc. etc. Où est-ce que j'en étais ? Ah oui, c'est donc la conception de théories mathématiques qui est mécanisée, accélérée et améliorée. Cette mécanisation pose des problèmes d'interprétation. Le système mathématique ayant été créé par une machine, il n'y a plus de scientifiques capables d'en expliquer les résultats ou la composition, de manière à pouvoir en maîtriser le comportement. On peut expliquer comment on l'a créé, mais pas pourquoi il fonctionne, puisqu'il a été créé par une machine qui a, par une intelligence, créé une théorie scientifique. Mais cette interprétation, si elle est difficile au regard de la complexité des systèmes générés, elle n'est pas hors de portée par un principe supérieur. Et c'est tout le sens d'ailleurs des efforts entrepris dans le cadre de l'Explainable AI, intelligence artificielle explicable, qui est un champ de recherche à part entière, dans lequel on prend les modèles générés et puis on essaie de voir un petit peu comment ils sont arrivés à tel ou tel résultat. Et chose intéressante, l'unification rêvée au XIXe siècle des différentes disciplines,
Donc je prends un exemple, par exemple, l'univers élégant, mais enfin plein de scientifiques qui se sont dit on va unifier toutes les théories, toutes les disciplines, biologie, mécanique, électronique, voire les humanités, que l'on aurait réussi à réduire à des postulats ou axiomes mathématiques de la physique fondamentale, qui s'appelle d'ailleurs physique fondamentale pas pour rien, ne s'est pas plus réalisé qu'avant. Mais ça ne s'est pas plus réalisé qu'avant. Un coup avait déjà été porté à ses aspirations, peut-être à ses rêves, mais bon, on ne sait pas, au XXe siècle, lors du schisme entre la physique quantique par rapport à la physique traditionnelle, où on s'est rendu compte que les lois qui s'appliquent au niveau des atomes et des particules étaient radicalement différentes de celles qu'on observait à notre échelle, et donc on s'est rendu compte que cette physique, qui devait fondamentale, qui devait servir de base à toutes les disciplines humaines pour les réunifier, s'était elle-même fait diviser en deux. Et malgré la volonté de physiciens comme Einstein de les réunifier en une nouvelle physique générale, cet espoir est resté pour l'instant lettre morte. Après, peut-être dans le futur, ça sera différent, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ce qu'on peut observer, par contre, c'est qu'au contraire, il y a eu cette formidable accélération de conception de théories scientifiques, de manière de prédire en fait le futur, induite par l'intelligence artificielle. En fait, elle a fait que précipiter cette dislocation des domaines d'expertise. Et maintenant, on construit un modèle d'intelligence artificielle, non pas seulement pour chaque discipline, mais pour chaque sous-discipline, chaque changement d'échelle, voire même chaque cas d'usage pratique, par organisation et par géographie et par catégorie sociale et par chaque division du monde qu'on peut imaginer. Même si on essaie de réutiliser certaines parties de modèles plus fondamentales dans d'autres pour accélérer ou améliorer la conception de modèles, par exemple quelque chose qui réduirait une image en nombre, on essaie de le réutiliser un petit peu dans d'autres endroits. Il est apparu plus efficace d'avoir un modèle, une théorie scientifique mathématique pour chaque nouveau besoin de prédiction. Il y a des modèles pour la reconnaissance et l'analyse d'images, de sons, de vidéos, de données tabulaires, de textes, pour la prévision météo, des ventes futures de telle ou telle entreprise, des données sociologiques de tel pays ou telle population, des propriétés de telle ou telle matière, à telle température, l'utilisation que va faire telle personne de tel outil, etc., etc. Ça s'accompagne donc d'un abandon progressif et relatif du principe de simplicité dans les modèles mathématiques. Quand les équations traditionnelles se voulaient le plus simple possible afin de décrire le monde en quelques lignes, comme on a vu là dans l'équation précédente, les modèles d'intelligence artificielle ont pour critère de qualité principal leur capacité à résoudre un problème donné, peu importe leur complexité sous-jacente. Par exemple, est-ce que je l'ai là ? Voilà. Par exemple, le dernier modèle de langage de OpenAI, celui qui crée des articles d'ailleurs, crée des articles automatiquement, il a 175 milliards de paramètres, donc de coefficients. Donc il est pas simple du tout. Et donc on l'a abandonné et on l'a adopté. Pourquoi ? Parce qu'il marche bien, en fait, pour aucune autre raison. S'il existe bien des initiatives pour simplifier les modèles, comme une relative préférence donnée aux modèles plus petits ou des techniques comme la régularisation, visant à ce que les valeurs des coefficients n'atteignent pas des nombres immenses, donc qu'il n'y ait pas 1000 et 1 sur ces coefficients-là, qui soient grosso modo à la même échelle, ou que le modèle soit résistant à la, entre guillemets, perte de certains coefficients, qu'on enlève 5 milliards de coefficients et que ça marche toujours. C'est dans la plupart des cas, car ces modèles vont mieux se généraliser et donc mieux fonctionner. En fait, c'est juste parce que ça les fait mieux marcher. Si ça marchait pas mieux, on le ferait pas. En effet, un modèle trop gros peut être soupçonné de n'avoir fait que stocker les données sur lesquelles il a été entraîné d'une manière ou d'une autre, donc d'avoir stocké en fait toutes ces données dans ces 175 milliards de coefficients d'une manière ou d'une autre et de se servir en fait ces 175 milliards de coefficients comme une espèce de base de données des données, donc en fait de ne les reproduire que parce qu'en fait il les a stockés au lieu d'avoir compris une loi ou une régularité à l'intérieur. Il a été entraîné d'une manière ou d'une autre. Au lieu d'avoir trouvé des relations entre leurs différents composants, il est overfitted et donc risque de ne pas ou mal fonctionner sur des données qui n'auront pas servi à son entraînement, les observations futures, puisqu'en fait il fera que reproduire les observations passées et n'aura pas trouvé ces régularités. On reste donc sur un critère d'efficacité de la prédiction pour le cas d'usage. C'est peut-être une conséquence de la fin de l'espoir de retrouver la vérité sur la nature du monde dans les lois fondamentales de l'univers, donc dans la physique fondamentale, vérité qui avait été perdue au début du début de l'ère moderne parce que Nietzsche avait annoncé comme la mort de Dieu, la fin de l'explication des phénomènes du monde par la religion, et donc la plongée de l'homme dans un monde qui n'a pas été construit spécialement pour lui, comme l'affirmait la technologie, un monde simple dans lequel de l'herbe c'est de l'herbe, le ciel c'est le ciel, le sol c'est du sol.
Cette recherche de la vérité du monde telle qu'elle avait été expérimentée au travers de la foi s'était réincarnée dans la croyance en la capacité d'expliquer le réel au travers de théories scientifiques exprimées sous forme mathématique simple, avec donc l'idéologie positiviste du 19e siècle qui voulait, grâce aux théories validées par l'expérience, retrouver ces lois fondamentales de l'univers, donc cette vérité première qui avait Dieu quelque part. Le pont en fait entre la religion du Moyen-Âge et l'idéologie positiviste du 19e siècle semble être les physiocrates du XVIIIe siècle qui décrivaient pour expliquer la société un ordre naturel contenant les lois fondamentales éternelles et valables pour toute société, ordre qui serait voulu par Dieu pour le bonheur des hommes. Donc ils pensent que la société est régie par un ordre providentiel et essentiel, voulu par Dieu pour le bonheur des hommes, un ordre qui doit s'imposer par la sagesse des gouvernements. Cet ordre naturel, connu des hommes par l'évidence, contient les lois fondamentales et immuables de toute société. Elles peuvent être enseignées aux hommes, elles légitiment tout d'abord la propriété privée. Ces lois en fait sont l'existant évidemment, puisque en fait l'existant, pourquoi il est là, c'est parce que Dieu l'a voulu, et donc c'est la meilleure des choses possibles. En particulier celle de la terre. La liberté du commerce et de l'industrie est nécessaire, comme l'indique Mirabeau, l'intérêt particulier est le premier bien de la société, d'où il suit que la société est d'autant plus assurée que l'intérêt particulier est le plus à l'abri. Donc bref, en tout cas, des lois en fait de société que Dieu a mis et qui seraient, une fois qu'on les a trouvées, la vérité première et fondamentale sur le réel. Et donc, ça serait passé de l'économie, au travers du libéralisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, vers en fait le positivisme, donc trouver en fait les lois scientifiques qui régissent le monde. C'est peut-être une conséquence de la fin de cette croyance en un ordre divin aurait dévié son objet pendant les 100 années suivantes en passant des lois sociales aux lois du réel, les lois scientifiques. Cette véritable religion scientifique, terme justifié quand on sait qu'Auguste Comte, père du positivisme, en fonda une église en 1846 dans la dernière partie de sa vie. Donc Auguste Comte, il a créé une religion positiviste. Donc en fait, le lien entre positivisme et religion n'est pas exagéré, puisque le fondateur lui-même en a créé une religion, avait déjà été affaibli donc par la physique quantique, qui avait scindé cette physique fondamentale en deux, sans que jamais on réussisse à la réunifier. Au travers de cette physique quantique, c'est le principe même de causalité, les mêmes causes produisent les mêmes effets, qui est attaqué, car le mouvement des atomes il est régi, comme on le sait, par des lois statistiques, faisant que des causes identiques peuvent avoir des effets différents. Quand un atome est là, des fois il part là-bas, des fois il part là-bas. Ce principe de causalité étant à la base de notre interprétation intuitive du monde, mais ne s'appliquant pas dès que l'on s'aventure dans des échelles non humaines comme l'infiniment petit, on peut se demander en fait s'il n'est pas simplement le fruit de l'évolution darwiniste, notre cerveau l'ayant adopté car cela permettrait de mieux survivre dans le monde terrestre sans qu'il incarne une vérité ou un principe de base de l'univers. Je vais vous passer pendant 3 minutes quelqu'un qui étudie ça, qui étudie les intuitions mathématiques. C'est un psychologue au Collège de France. Stanislas Dehaene, bonjour. Vous occupez la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Parallèlement à votre recherche, vous avez écrit des ouvrages, notamment Les neurones de la lecture ou La bosse des maths. Est-ce que ça signifie que désormais, il est acquis que chaque apprentissage a une zone dédiée dans le cerveau ? C'est-à-dire qu'au laboratoire, on a été les découvreurs de certains territoires du cerveau et de leurs fonctions. Donc effectivement, pour non pas l'ensemble des mathématiques, mais un domaine particulier qui est la compréhension des nombres, il existe une activation reproductible dans le cerveau qu'on peut voir très facilement dans l'IRM. Chacun d'entre nous, si on passe quelques minutes dans l'IRM à faire des calculs, va avoir une activation dans une zone qu'on appelle le sillon intrapariétal. Et voilà, c'est un exemple de correspondance entre l'état d'activité du cerveau et la fonction, le traitement d'un domaine particulier, celui des nombres. Dans le cas de la lecture, autre exemple, il existe une petite région qu'on a appelée l'aire de la forme visuelle des mots, qui en fait sert à assembler les lettres entre elles. Et qui n'existe évidemment que si on a appris à lire. Donc il y a une relation très intéressante entre l'éducation et l'organisation du cerveau. Et c'est un des grands sujets du laboratoire d'essayer de comprendre comment l'éducation au nombre, à l'arithmétique, à la lecture, modifie les circuits qui nous sont donnés par l'évolution. Vous avez montré au laboratoire que, quelle que soit finalement notre éducation ou la zone géographique où on est éduqué, on a le sens des nombres, presque à la naissance.
Comment on arrive à cette conclusion-là? Alors justement, l'exploration du sens du nombre est un bel exemple d'analyse de psychologie cognitive expérimentale. On a commencé par des expériences chez l'adulte, mais très vite, on a découvert que certaines compétences extrêmement élémentaires en fait existaient déjà chez le jeune enfant, éventuellement avant même l'entrée à l'école, et par des méthodes de comportement, certains chercheurs se sont rendus compte qu'elles existaient chez le très jeune enfant, chez le bébé. Et maintenant, on en est à des compétences chez l'enfant de quelques heures de vie. Mais concrètement, comment on trouve ça? Comment on le met en évidence? La psychologie expérimentale dispose de techniques comme la mesure du regard de l'enfant. On va mesurer combien de temps l'enfant regarde un événement, et lorsque l'enfant est surpris par un événement, il regarde plus longtemps. Alors, par exemple, on va lui montrer 2 objets qui se cachent derrière un panneau, 2 autres objets qui se cachent à nouveau derrière le même panneau, l'écran s'abaisse, et il se trouve que derrière l'écran, il y a 8 objets au lieu de 4. Eh bien, est-ce que l'enfant est surpris? Est-ce qu'il va regarder plus longtemps lorsqu'il voit 8 objets que lorsqu'il en voit 4? Alors la réponse est oui. L'enfant est sensible à des régularités arithmétiques et est sensible à l'impossibilité de certaines opérations, soit physiques, soit arithmétiques. Donc son cerveau est déjà capable, dans une certaine mesure, de réaliser des opérations de ce type. Donc ça... Quoi qu'il en soit, on peut ignorer, parce que bon, ça se discute, c'est un débat, mais on peut ignorer l'apparition actuelle, grâce à l'intelligence artificielle, de ces millions de mini-théories construites automatiquement, mini-théories qui ramènent la science à ce qu'elle semble être depuis la critique phénoménologique de Husserl, un système mathématique construit à l'aide d'intuition et d'expérience qui, en s'appuyant sur l'axiome du principe de raison suffisante stipulant que le futur dépend du passé, principe millénaire dont Aristote parlait déjà, et pourtant rien n'est mu... Oula. Voilà. Et pourtant, rien n'est mu par hasard, il faut toujours que le mouvement ait un principe, telle chose se meut de telle manière ou par sa nature même, ou par l'action d'une force, ou par celle de l'intelligence, ou par celle de quelque autre principe déterminé. Permet de prédire, donc, des théories qui permettent de prédire une observation humaine future à partir d'une observation humaine passée et ou présente, ni plus ni moins. Ce changement de la cible d'apparition des théories scientifiques s'explique donc par un changement de la manière d'appréhender la réalité et donc du monde dans lequel la vie humaine prend place. Si avant la modernité, cette réalité était vécue comme ressentie telle qu'elle est réellement par les sens humains, dans son essence, elle est aujourd'hui un fantôme inatteignable dont on ne ressent que des phénomènes de la donnée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qu'on pense, ce qu'on a l'air de penser aujourd'hui. Le basculement lors du passage à l'époque moderne d'un monde éternel, divin, simple, pur, vers un espace-monde ne se livrant pas tel qu'il est réellement, mais au travers d'interprétations humaines, semble donc être la cause de l'éclatement de la science en ces millions de modèles mathématiques tournés vers l'efficacité pratique.